Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette soirée de présentation d'un numéro spécial, d'un dossier spécial sur la Turquie qui vient de paraître donc, dans la revue Mouvement. C'est un dossier qui s'intitule Turquie autoritaire, Turquie contestataire. Et nous avons aujourd'hui donc 4 intervenants, 4 contributeurs du dossier. En fait, la Turquie républicaine, comme vous le savez sans doute toutes et tous, est dans la tourmente. Elle traverse sans doute un des pires épisodes de son histoire. Le coup d'État raté du 15 juillet dernier a accouché d'un monstre gouvernemental, d'un coup d'État d'un autre type, très violent et sans frein, orchestré par le régime d'Erdogan. Le pays est devenu le théâtre des purges les plus étendues, les plus arbitraires, les plus kafkaïennes, les plus cruelles. Plus de 40 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées ou suspendues, notamment des universitaires, des enseignants et enseignantes, des magistrats et magistrates. La majorité des 1200 universitaires qui avaient signé en janvier 2016 une pétition pour la paix dénonçant les massacres perpétués dans les régions kurdes ont subi de fortes représailles, ont été licenciés à travers de multiples décrets-lois dans l'état d'urgence, voire ont perdu l'essentiel de leurs droits de citoyens tout en étant taxés de terroristes. 2 enseignants, Nouri et Semih, en grève de la faim depuis aujourd'hui 100 jours pour exiger leur poste, ont récemment été arrêtés et mis en prison en tant que terroristes puisque leur action, devenue trop visible, y compris sur l'arène internationale, a été jugée dérangeante, donc à camoufler et à contenir. Leur vie est désormais en danger plus qu'à jamais, l'isolation qui leur est infligée étant précisément destinée à se débarrasser d'eux au plus vite et dans le silence. Les journalistes ont également été mis en prison en masse, à commencer par les opposants au régime, dont l'essentiel des journalistes du quotidien laïque Cumhuriyet. Et la plupart de ces journalistes dissidents sont accusés de complicité avec la confrérie de Gülen, à l'origine, donc supposée être à l'origine du coup d'État du 15 juillet, alors même que ces journalistes sont pour certains les plus fervents dénonciateurs et depuis longue date de ce même réseau islamiste et des menaces qu'il potentialise. La machine autoritaire, voire dictatoriale, avale enfin les élus, les maires, les députés. Les principaux dirigeants du parti HDP, Parti démocratique des peuples, placé au rang des principaux partis d'opposition lors des élections du 7 juin 2015, en soustrayant ainsi au parti d'Erdogan sa majorité absolue, sont emprisonnés. Hier, la machine à avaler la voix du peuple a aussi touché le principal parti d'opposition, le CHP, donc le Parti républicain du peuple, dont un député est condamné désormais à 25 ans de prison pour avoir révélé, il y a 2 ans, le transport vers la Syrie des armes insérées dans des convois des services secrets turcs. Il n'y a pas que des problèmes de répression ou de pratiques liberticides, d'ailleurs, qui, au-delà des cibles citées, visent d'ailleurs de manière globale toute résistance sous prétexte donc, de lutte contre le terrorisme. Il y a plus encore le problème d'ultranationalisme rampant, apportant comme seule réponse au problème kurde des massacres répétés dans les régions kurdes. Il y a le problème de fraude électorale qui est entré dans une phase non seulement de systématisation ou systémisation, puisqu'il est devenu systémique, et aussi dans une phase de normalisation rapide avec le référendum donc du 16 avril dernier. Il y a le problème d'islamisation accrue de la société et de ses institutions, à commencer par celle de l'éducation nationale. Il y a les violences envers les femmes doublées voire triplées en intensité depuis les dernières années. Il y a encore le problème de corruption, mais aussi de néolibéralisme et de destruction environnementale et urbaine inégalée, opérée à grande vitesse par l'AKP depuis son arrivée au pouvoir. Et tout cela sans parler de très nombreux problèmes géopolitiques littéralement fabriqués par ce parti et de ses profondes stratégies de politique extérieure dans un contexte marqué par la guerre civile syrienne et la montée de Daesh, entre autres. Certes, tout n'a pas commencé en juillet 2016. La dérive ultra-autoritaire de l'AKP date de la deuxième moitié des années 2000 déjà, voire d'avant.
Et dès les années 2000, des mouvements de contestation se multipliaient avec une opposition républicaine attendue dans un premier temps, en désaccord avec l'AKP sur les principes, mais aussi d'autres initiatives plus novatrices et plus éclatées, pouvant aller des mouvements féministes ou LGBT aux groupes environnementaux, en passant par les oppositions habitantes au projet de transformation. Merci. Ça se transforme. Et ces groupes dénonçaient, merci, l'affairisme du pouvoir, son libéralisme forcené et les dégâts sociaux et environnementaux qu'il générait, mais aussi son autoritarisme déjà, son intrusion dans la vie privée des citoyens et des citoyennes, ses tentatives d'imposer un ordre moral et religieux. En parallèle, des retournements tels les procès contre les journalistes intellectuels ou militants laïcs dans les années 2007-2008, les groupes pro-kurdes ou plus généralement l'inféodation croissante de la justice au parti au pouvoir au tournant des années 2010 ont constitué des signes alarmants montrant pour le moins la réversibilité de certaines ouvertures du début du mandat d'AKP, mais que peu ont décrypté comme telles. De ce point de vue, le mouvement Gezi, qui a vu 2 millions de personnes sortir dans la rue, a représenté un tournant au cours duquel une multitude de mouvements d'horizons très divers ont pu se rencontrer et échanger. Mais il s'est soldé par la mise en place de logiques répressives qui, sans être nouvelles, se sont renforcées par étapes. Au fur et à mesure de la diminution puis de la disparition des contre-pouvoirs institutionnels, la séparation des pouvoirs s'est elle aussi dramatiquement réduite. Les politiques réformatrices du début se sont avérées tout à fait accessoriales. Des secteurs entiers de la société, tels les médias, la justice, les syndicats, mais aussi de nombreux secteurs économiques tels celui de la construction, se sont progressivement reconfigurés et contrôlés de plus en plus étroitement par le pouvoir, directement ou à travers des partenaires privilégiés. Alors, je vais dire 2 mots, en fait, pour faire suite à la présentation, à l'introduction, disons, de Cézine Topchu, un tout petit peu sur le contexte de parution de ce numéro, qui a été fait, effectivement, dans une situation d'urgence, et dont le temps de genèse et de création a été quand même beaucoup plus court que celui des autres numéros de mouvement, compte tenu de la situation. Donc on est assez content aussi de pouvoir présenter aujourd'hui, avec les intervenants qui sont ici, quelques papiers, peut-être pas de façon exhaustive l'ensemble des papiers ou des articles qui se trouvent dans ce numéro très riche, mais un certain nombre d'entre eux, en insistant sur leur dimension vraiment réflexive, sur leur caractère vraiment d'analyse de la situation, d'analyse en profondeur, et en particulier aussi d'un aspect qui est celui de l'exploration des nouvelles alliances qui ont rendu ce nouvel ordre-là, peut-être pas si nouveau, possible, et la façon dont les articles ont montré à la fois le spectre, comment ce spectre territorial de contrôle s'était mis en place. Bon, alors à travers des articles tels que, je ne vais pas être exhaustive, mais que celui de Dilek Yonkaya, par exemple, sur les retournements d'alliances et de soutien au patronat, qui est un des points d'ancrage de l'affirmation de ce nouveau pouvoir, et par la focalisation exclusive sur une des formations et le lâchage des autres formations patronales. Et il a question aussi de s'appuyer pour l'AKP sur cet nouvel ordre moral dont Cézine a parlé, qui est véhiculé par les nouvelles classes dominantes, protégées par le pouvoir, et l'entrepreneuriat islamique. On a aussi, dans le même ordre d'idées, l'article de Ichil Erdinç, qui montre également comment les syndicats ont été mis au pas, comment les syndicats précédents, ce nouvel ordre-là, ont cédé la place à un nouveau syndicat, un bon syndicat, le seul jugé légitime par l'AKP. Là aussi, les questions d'ordre moral et les questions de clientélisme aussi basées sur des valeurs dominantes. On a aussi, pour compléter ce portrait, je dirais qu'on peut parler de l'article de Sümbül Kaya sur l'étude de l'armée, et en particulier de la façon dont les purges ont permis de marginaliser ou de mettre de côté les secteurs, les branches, disons, en apparence les plus vulnérables à la contestation, par un système donc de purge ciblée.
mais je dirais également que ce système, que cette omniprésence de l'AKP dans toutes les sphères de pouvoir, de l'économie, du social, est également très visible dans la production de la ville. Tu as parlé, je crois que tu voulais parler en tout cas de la sphère de la construction, c'est peut-être un peu plus tard, mais c'est visible dans toutes les sphères aussi de l'urbain, à la fois dans la production de la ville. Cézine a parlé de la destruction environnementale accélérée, et c'est vrai aussi pour la répression des luttes urbaines. Et en fait, on a là plusieurs articles qui témoignent, par exemple pour l'article de Jean-François Pérouse, effectivement qui réfléchit à nouveau sur cet événement, sur Gezi, non pas comme événement précisément, mais comme un lieu d'expression de diverses revendications à la fois centrales et venant des quartiers périphériques pour contester cet nouvel ordre urbain, les inégalités qui se mettent en place et la façon dont, d'une certaine façon, il y a eu aussi une invisibilisation de ce mouvement venu des périphéries qui ont connu quand même le plus grand nombre de morts. Il y a également l'article de Gülsün Lelandais qui ouvre vraiment cette réflexion, enfin qui creuse vraiment cette réflexion sur les relations entre néolibéralisme et autoritarisme, en montrant comment se fait l'ancrage vraiment précis de ces nouvelles ramifications de l'État et qui passent notamment par des vagues d'expulsion, notamment des quartiers précarisés ou des quartiers précaires en centre-ville ou des quartiers anciens dégradés. Et puis sur la construction de nouveaux quartiers à dominante islamique, etc., proches du pouvoir, qui sont eux favorisés notamment en termes de relogement. On a enfin bon voilà, on ne va pas fermer cette parenthèse, mais l'article de Muriel Girard qui ouvre un questionnement assez original sur la quête, à la fois sur la relation entre la quête identitaire et la force du nationalisme à l'œuvre dans le travail de reconfiguration patrimoniale ou d'invention patrimoniale en Turquie. Alors que dans le même temps, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement n'a de cesse de gommer la présence des minorités, notamment en Anatolie aussi. Alors de la conservation sélective, comme le dit Muriel Girard, des bâtiments et de la mémoire à la destruction, le pas a été franchi, comme le montre l'article de Clémence Skalberg-Hussel sur les villes d'Anatolie et sur le traitement qui a été réservé aux villes à dominante kurde qui ont exprimé des revendications très fortes et des contestations ces dernières années. Donc c'est aussi autour, donc on voit qu'on passe là d'une réflexion en termes d'alliance à celui sur les tiraillements, mais aussi la force de négation de la diversité dont témoigne, et je finirai sur cet exemple d'article, l'article de Pinar Selak, bien entendu, dans son article sur le mouvement féministe en Turquie. Je vous invite bien entendu à lire pour revenir à la suite de la présentation.